Un petit message avant de commencer cet épisode, c'est le dernier épisode de la saison 2 de Banmi Podcast. Alors autant vous dire que je suis à la fois émue, surprise et dépassée par tout ce qui s'est passé durant cette deuxième saison. Ça va faire un peu plus d'1 an que j'ai commencé le projet Banmi et vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le média audiovisuel qui parle d'Asie et de culture asiatique. Et la saison 2, c'est grâce à vous, grâce au crowdfunding qu'on a lancé l'année dernière et qu'on a pu, avec toute l'équipe Banmi, continuer à créer, réaliser et produire des épisodes. Et je tenais vraiment à vous remercier, tous les contributeurs du crowdfunding, mais aussi à vous tous qui écoutez, regardez, partagez Banmi Podcast et pour vos messages d'encouragement, de remerciement et de soutien. La saison 2, c'était tous les épisodes en vidéo, des enregistrements en live avec un public, mais aussi des événements autour de l'Asie et des cultures asiatiques, avec une projection autour des talents du Cambodge, des tables rondes sur la créativité, les identités asiatiques et les nouveaux médias qui parlent d'Asie, et aussi la première édition de l'Asian Street Food Festival autour des cuisines asiatiques pour célébrer, se rassembler, se rencontrer et découvrir tous ensemble l'Asie. Pour continuer ensemble et soutenir le média, nous avons ouvert une boutique en ligne avec les créations des illustratrices Banmi, donc Mélodie, Isabelle, Lynn et Eugénie. Vous pourrez découvrir les créations de t-shirts Banmi, les cartes postales illustrées sur la cuisine asiatique et le poster du signe astrologique de l'année 2022, le tigre. Et pour les auditeurs et auditrices Banmi, je vous offre un petit code pour profiter de 10% sur toute la boutique avec le code FOOD. Vos contributions, en fait, elles nous permettent de faire vivre l'association, de continuer à créer, réaliser et produire des contenus audio et vidéo. Et d'avance, merci infiniment. Merci déjà aux premières commandes qu'on a reçues. J'ai fait des envois postales, des remises en main propre et c'est super cool de vous rencontrer en même temps. Et c'est aussi une manière de nous dire que vous souhaitez continuer l'aventure Banmi Podcast et peut-être voir le jour d'une saison 3, je l'espère vraiment à la rentrée. Et en plus de ça, vous aurez un joli souvenir des talentueuses illustratrices Banmi. Je vous laisse sans plus attendre avec le dernier épisode de la saison 2 de Banmi Podcast. Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Je suis Benoît. Pose-toi avec moi et écoute ce qu'on t'a préparé pour le dernier épisode de la saison 2. Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Banmi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Banmi est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen et je vous retrouve un dimanche sur 2 pour un nouvel épisode. Pose-toi avec moi et écoute ce que je t'ai préparé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 de Banmi Podcast. On a la chance d'être accompagné et filmé par Sébastien Kong et son équipe dans les studios de Lucky Light. Donc merci à eux, merci à Nicolas, Vincent et Sébastien. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Do Kwang, qui est aussi connu sous le nom de Asian Rocky. Salut Benoît, comment tu vas ? Salut Linda, ça va très bien. Merci de m'avoir invité. Merci d'être ici et puis surtout qu'on a organisé cet enregistrement un peu à la dernière minute parce que tu repars à Bruxelles ce soir. Ouais. Benoît, tu es réalisateur, musicien et photographe. Tu as tiré le portrait de la chanteuse belge Angèle. Tu as aussi réalisé et monté les clips de différents artistes de la scène hip-hop belge. Tu as notamment travaillé avec Caballero, Jean Jass, Roméo Elvis et Zwangrengi. Non, c'est vrai, c'est dur à dire, c'est Zwangrengi. Okay. Mais bon, c'est dur même pour les Belges, donc t'inquiète. C'est la 5e fois que j'essaie de le dire. Ouais. On va la valider celle-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire homme enceinte. D'accord. Donc c'est du 1000e degré à la belge. Ok. Ouais. En 2019, la RTBF, télévision belge de la communauté française, te commande une série Instagram que tu réalises avec Pablo Crutzen. Ouais. Puis vous écrivez et réalisez de nouveau ensemble pour la web-série Normal, qui parle de la santé mentale. Tu es aussi musicien avec le groupe Ulysse, que tu as créé avec ton groupe de potes. Et aujourd'hui, tu accompagnes Roméo Elvis en tant que guitariste et DJ sur ses tournées.
Tu viens de Liège et aujourd'hui tu vis à Bruxelles. Alors Benoît, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as arrivé en tant que musicien de la scène hip-hop belge et réalisateur de séries documentaires pour la télévision belge? Ouais, à fond. Je crois que ça a commencé très tôt. J'ai toujours été passionné par la création au sens large. Mes parents, ils m'avaient mis au cours de piano quand j'étais petit, aussi des sortes d'ateliers de créativité. Donc, je crois que j'ai toujours été assez fan de tout ça, quel que soit le média. Après, je crois que mon premier amour, ça a été la musique. Comme beaucoup d'ados de ma génération, j'étais fan de rock. Donc, mes parents m'ont offert une guitare électrique. J'ai commencé avec ça. J'avais un petit groupe de reprises pas ouf. Et du coup, en grandissant, j'avais un peu ce rêve de dire un jour, j'aimerais vraiment être sur une scène, jouer devant un public, mais sans vraiment espérer, parce que je me dis je viens pas d'une famille où il y a des musiciens, je connais personne qui fait partie de ce milieu, j'ai pas de référent, donc je vois pas trop comment je vais y arriver. Mais du coup, en grandissant, je me suis dit que je voudrais faire partie de ce milieu-là, la musique en Belgique. Et si c'est pas par la musique, parce que ça me semblait compliqué, ça pouvait être par un autre moyen. Et donc j'ai commencé par la photo. J'ai commencé par faire des photos de concerts. Je m'étais dit, quand t'es ado, t'as pas toujours beaucoup d'argent pour acheter des tickets. Peut-être qu'en faisant des photos de concerts, j'aurais accès, je pourrais rencontrer des artistes et tout. Et donc, c'est un peu ça que j'ai fait pendant quelques années. Moi, je faisais les festivals, j'allais à certains concerts dans ma ville et je photographiais des artistes. C'était pas incroyable, mais c'était chouette parce que ça me permettait de rencontrer des gens. C'est trop bien, c'est un bon moyen pour... Ouais, franchement, c'est quand même une bonne technique, je recommande. Et puis du coup, en fait, à l'époque, c'était le début de l'époque où les appareils photo commençaient à avoir la fonction vidéo. Parce que tu sais, maintenant, c'est courant dans tous les appareils, quasi, t'as les deux. Mais avant, c'était pas évident. Et du coup, je me suis dit à ce moment-là, tiens, j'ai un appareil photo qui filme. Pourquoi est-ce que je ferais pas des clips, en fait? Parce que c'est encore plus cool. Ça combine encore plus la photo l'image et la musique. Ouais. Et donc, à ce moment-là, moi, j'avais un groupe de potes ils avaient un groupe de pop-rock à Liège. Et je leur ai dit, les gars, j'ai un appareil qui filme, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un clip? Moi, je sais pas comment on fait, donc on va essayer de trouver ensemble le moyen de le faire. Et du coup, je me souviens qu'à l'époque, on voulait essayer de faire des travelling parce qu'on trouvait que ça faisait pro. Et j'avais vu sur Internet un moyen de créer une sorte de rail. Donc, on a acheté une échelle en bois chez Ikea. On a acheté des roues de roller chez Decathlon. Et on a essayé de construire une sorte de rail comme ça. Et ça marchait. Pour ceux qui n'ont pas d'argent... Voilà, j'essaierai de te retrouver la photo, comme ça je te montrerai. Je crois que j'ai une photo de quand on le bricole. Et du coup, par contre, très très pas pratique à déplacer, parce que quand tu dois mettre ça dans la voiture, l'échelle elle se replie pas. Pour ça, c'est pas top. Mais du coup, on a fait ce premier clip et en fait, ça a assez bien fonctionné malgré le fait qu'on n'avait pas d'argent. À Liège, ça a pas mal tourné. Ça leur a permis de jouer dans des festivals assez cool où on était là, waouh, ils se retrouvent dans ce festival, c'est assez cool. Donc, moi aussi, de voir l'impact que ça pouvait avoir, de faire des projets sans argent, mais avec des idées, je me suis dit, waouh, mais en fait, il y a un truc à faire de dingue, tu vois. Il y a moyen d'avoir un vrai impact sans pour autant avoir une énorme équipe ou des gros budgets. Donc, à ce moment-là, je crois que je me suis dit, là, ok, le clip, c'est un peu le truc que j'ai envie de faire. J'ai fait un échange au Québec à cette époque-là et j'ai commencé à écouter un peu de hip-hop. C'était un peu le renouveau, la nouvelle vague de hip-hop en France avec un 995, Nekfeu, tout ça. Et donc, j'aimais bien, j'ai commencé à écouter ça. Puis, j'ai écouté aussi les artistes belges, Caballero, Jean Jass et tout ça, qui commençaient à faire leur début. Et un jour, à Bruxelles, je suis dans le tram et je croise Caballero. Et je venais de voir un nouveau clip qu'il avait fait avec L'Homme Pâle. À l'époque, ils avaient un projet à deux. Ouais. Et du coup, je viens le voir un peu, je prends mon courage à deux mains, mais un peu comme un fanboy, quoi. Je lui dis, ah, salut, Kaba, j'aime trop ce que tu fais et tout. Mais voilà, ça s'arrête là. Et puis en rentrant chez moi, je me dis, mais allez, y a quand même un truc à faire. Il faudrait que j'ai le culot de lui demander. Donc je dis, écoute, je lui écris sur Facebook, je fais Kaba, salut, on s'est croisés dans le tram. J'ai fait un clip. Voilà, si ça t'intéresse, je peux t'en faire un gratuit. Donc voilà, moi, je ne savais pas trop ce qu'il allait en penser, mais lui, il était en stade de développement aussi, il n'avait pas d'argent pour développer son projet. Donc il s'est dit, gars qui me propose un clip gratuit, on va pas cracher dessus, tu vois. Et du coup, on l'a fait de nouveau avec aucun budget, on s'est débrouillé comme on pouvait, j'ai loué du matos dans mon école et tout.
Et ça s'est bien passé, on a eu un bon contact. Et puis là, de fil en aiguille, j'ai continué. Et puis via, je rencontrais d'autres artistes. J'ai rencontré Roméo, j'ai rencontré Jean-Jacques, j'ai rencontré Zwangergy. Et j'ai commencé à faire plein de clips un peu tout le temps. Pendant 2-3 ans, je crois, je faisais plein de clips où je faisais tout seul, je montais tout seul. Et j'ai eu de la chance de me retrouver un peu au moment où la scène était en plein balbutiement, tu vois. Et donc, on a un peu évolué en même temps, tu vois. Genre, j'ai fait Bruxelles Arrive avec Roméo. Roméo, il était encore caissier au Carrefour. Et moi, on a fait le clip sans argent. Et tu vois, ça a un peu explosé à ce moment-là. Et du coup, t'es pris dans la vague, quoi. Ouais, donc ça, c'était hyper chouette, c'était hyper cool. Et donc, après la musique, donc, j'ai créé ce groupe avec mes 2 meilleurs amis, Arnaud et Julien, qui s'appelait Ulysse, donc c'est un groupe de pop électronique. Et on faisait tout nous-mêmes, donc c'était un projet très fait maison. On faisait la musique, les prods, on faisait le graphisme, on faisait les clips. Donc on a appris plein de trucs en le faisant et on s'est vraiment bien amusé. Et c'est aussi allé au-delà de nos attentes parce qu'on a pu jouer aussi dans des festivals et des grandes salles en Belgique, c'était trop cool. Et via la musique, on a rencontré aussi plein de gens. J'ai rencontré notamment Fabien Le Motel, qui est le producteur qui a fait l'album Moral avec Roméo. Donc c'est l'album qu'il a un peu révélé au grand public. Et quelques années plus tard, Fabien m'écrit et il me dit voilà, moi j'ai envie de me consacrer plus à mon projet solo, donc je vais plus trop pouvoir faire toutes les dates de la tournée de Roméo. Donc est-ce que ça te dirait de me remplacer de temps en temps? Donc quand même gros flip de dire waouh, moi je suis pas du tout musicien professionnel, je vais me retrouver sur une vraie tournée avec une équipe et tout, enfin tu vois, gros stress. Ouais. Et en même temps je me dis je peux pas refuser, tu vois, je peux pas, et au pire je me plante, mais je peux pas dire non à ça, sinon je vais trop le regretter. Donc je lui dis vas-y on y va, je vais essayer. Donc je me retrouve sur quelques dates avec Roméo. À l'époque on était juste 2, donc lui et moi. Et ça se passe plutôt bien, on s'entend bien, enfin on s'entendait déjà bien parce qu'on était déjà potes, mais voilà, tout se passe bien sur scène et tout. Et donc finalement Motel décide de plus du tout accompagner Roméo sur la tournée, donc je me retrouve à être musicien principal à plein temps de ce projet, ce qui est complètement incroyable puisque moi j'ai pas du tout de formation professionnelle de musicien. Et du coup voilà, je sais plus où je voulais en venir, mais voilà comment, en fait ce qui est drôle c'est que du coup j'ai commencé en jouant de la musique dans mon coin, mais en me disant waouh je vais jamais arriver à être sur scène, et puis par plein d'autres moyens qui sont la photo, la vidéo, j'arrive, enfin tu vois la boucle se referme et je me retrouve sur scène quand même. C'est pas le chemin que je pensais prendre, mais ça m'y a mené quand même, donc trop bien. Non, mais c'est génial. Et comment tu as fait en fait pour avoir tu vois, les clips de Roméo Elvis, Bruxelles Arrive par exemple, ou Le Soleil, c'est vraiment des clips identifiés avec ton empreinte, etc. Est-ce que tu puises tes influences, tu vois, genre un peu décalées, tout ça, quelque part je pense que j'ai pas une influence précise d'un réal ou quoi. Je crois qu'on a grandi, en tout cas dans ma génération, quand on était jeune, c'était vraiment génération MTV. Donc on rentrait avec mon petit frère, on rentrait à la maison après l'école. On se tapait direct dans le canapé et on mettait MTV, on regardait les clips tourner en boucle pendant, je sais pas, 2-3 heures jusqu'à ce que ce soit le repas souvent. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, je me souviens que, tu sais, maintenant on est sur YouTube, on choisit vite, ah ok, je veux voir ce clip-là, je me fais chier après 1 minute, je le regarde plus, tu vois. À l'époque, je me souviens, on regardait les clips pendant 2-3 heures et il y en avait pas énormément des clips, et donc des fois, on revoyait le même clip 3-4 fois, tu étais là, tu regardais, tu voyais Ozone qui passait pour la 4e fois, mais tu t'en foutais, tu étais là, c'est cool, j'aime bien. Donc je crois que c'est aussi l'époque où les clips ont commencé à prendre pas mal d'ampleur et où on s'est rendu compte de l'impact que ça avait sur le public. Et dans la musique, tu vois, le fait que maintenant on a vraiment besoin d'un clip pour pousser un morceau, c'est un peu là que ça a commencé. Et donc c'est là aussi où je crois que ça a commencé à rentrer dans ma tête. Et puis j'ai aussi grandi avec beaucoup l'essor d'internet. Moi je suis vraiment un enfant d'internet. En plus mon père il est informaticien, donc on était toujours les premiers à avoir accès. On avait la DSL, on avait les premières technologies tout le temps. Et donc j'ai commencé vraiment à découvrir à l'époque Dailymotion, YouTube et tout, et à découvrir des créateurs de contenu d'un peu partout, tu vois. Donc c'était plus réduit à mon cercle. Je pouvais voir des gens qui faisaient des trucs en France, des gens qui faisaient des trucs aux États-Unis. Et maintenant, ça paraît évident, mais à l'époque, quand ça arrivait, c'était hyper novateur, tu vois.
Et ça, je crois que ça a été super enrichissant parce que ça m'a permis d'apprendre plein de trucs et ça m'a permis de voir des gars qui faisaient des clips ou qui faisaient des vidéos chez eux avec très peu de matos. Et donc je crois que ça, c'est vraiment mes premières influences, mes premières motivations. Et puis après, peut-être pour le côté décalé dont tu parles, ça, je crois que c'est plus inhérent à la culture belge, tu vois. Ouais. On a un gros sens du second degré, de l'autodérision. Et du coup, tous les artistes avec qui je travaille, que ce soit Roméo, Cabaz, Mangara et tout, ça fait partie de leur identité aussi. Ouais. Donc, c'est vraiment l'ADN belge. Ouais. Donc inévitablement, ça se ressent, parce que vu qu'on a grandi avec ça, ça se ressent dans ce qu'on fait, je crois. Ok. Et donc du coup, tu le dis, t'as commencé à faire des clips, à faire plein de choses avec très peu de moyens. Ouais. T'es autodidacte en fait. Ouais. Quelles sont à ton avis les forces d'un autodidacte et qu'est-ce que tu as appris en naviguant entre la musique et l'image sans avoir fait d'études dans ces domaines? Je pense que être autodidacte, c'est un super moyen d'apprendre. Je pense que y a plein de personnes pour qui, je pense, le modèle académique classique scolaire ne convient pas. Et donc, être autodidacte, c'est génial parce que ça te permet d'apprendre à ton rythme et de la manière dont tu en as envie. Mais ça a été rendu possible justement vraiment avec, comme je disais, l'essor d'Internet. C'est qu'avec Internet, on a eu accès d'un coup à des milliers de ressources, de tutoriels, on a des forums et tout. Ouais. Et ça, pour moi, c'est un truc formidable qui s'est passé avec l'Internet, quoi. Et du coup, je pense que l'approche autodidacte, elle change beaucoup de l'approche académique et elle demande aussi d'autres qualités, je vais dire, ou d'autres caractéristiques, dans le sens où pour être autodidacte, tu dois être hyper curieux. Ça veut dire que tu dois t'intéresser à plein de trucs, tu dois passer des heures à chercher, que ce soit dans des livres, en allant en parler à d'autres gens, ou alors sur des forums sur YouTube. Ça demande, je crois, beaucoup de détermination aussi, puisque c'est dur aussi de se lancer tout seul, sans vraiment savoir vers où tu vas, sans avoir quelqu'un qui te guide dans ton apprentissage. Et ça demande aussi beaucoup de créativité, je crois. Ouais. Parce que comme t'as pas de marche à suivre, t'as pas de rail, tu vois, tu dois un peu créer ton propre chemin et aussi dealer avec des contraintes. Et par exemple, tu vois, quand je te disais des clips sans budget, en fait, les clips sans budget, ça t'oblige à être méga créatif puisque t'as aucun moyen. Tout ce que t'as, c'est tes idées et ton matos. C'est clair. Donc, je crois que c'est un chemin qui est peut-être plus dur pour arriver à ses fins, mais par contre qui t'enrichit énormément. Et je pense que les gens qui sont autodidactes ont une approche qui est très différente et très intéressante. Ouais. Tu parlais de détermination et tu disais qu'on n'avait pas forcément des guides. Comment on peut savoir qu'on est dans justement le bon chemin, en fait, même quand on t'a proposé d'être sur scène avec Roméo et Luis, tu te disais, est-ce que j'ai les épaules pour ? Qu'est-ce qui fait que tu vas valider, en fait, toi-même ton travail ou c'est une super grosse question et je crois que c'est difficile dans plein de domaines de savoir que tu fais la bonne chose parce qu'il y a jamais personne qui va... Enfin si, il y aura des gens qui vont kiffer ce que tu fais, mais quand tu commences, c'est très difficile d'être sûr que ce que tu fais est bien. Bon, en effet, à l'école, tu as un système où on te valide, d'ailleurs, un système qui, pour moi, est très problématique parce que ça stigmatise beaucoup les gens qui ne sont pas adaptés à ce système-là, tu sais, des cotes, des diplômes et tout. Mais du coup, je crois que le plus important quand tu commences, c'est d'arriver à pas avoir peur de mal faire les choses, tu vois, de pas se dire parce que je connais beaucoup de gens et je crois que c'est une caractéristique qui revient chez plein de gens, c'est que ça génère vraiment un vrai blocage psychologique de dire mais attends, pourquoi je vais me lancer à faire ça, je suis pas bon, ça va être moche, tu vois. Alors que si tu te lances tout de suite et tu commences tout de suite à essayer de faire des trucs et quitte à pas forcément les montrer à tout le monde, peut-être tu montres des petits trucs à tes amis. Par exemple, moi quand j'ai commencé, je me souviens, j'avais découvert un jour sur l'ordi de mon papa, genre Windows Movie Maker. J'étais ok, c'est quoi ça ? Ok, c'est un truc pour faire des montages. Et donc je téléchargeais sur Casa, je crois à l'époque, des vidéos de Dragon Ball Z. Et je les mettais avec genre la musique de Ozone, Dragostea Dintei, là, et je faisais comme si les personnages faisaient une sorte de playback, tu vois, mais ça n'avait aucun sens. Ouais. Mais je l'envoyais à tous mes potes sur MSN, je suis là, regarde ce que j'ai fait et tout, mais ils s'en foutaient parce que c'était nul. Mais
tu vois, c'est un peu l'excitation du début. Tu dis, ok, j'ai réussi à créer un truc. C'est une énergie du début qui est hyper chouette. Je crois que le syndrome de l'imposteur, on le vit tous, tu vois, dans tout ce qu'on fait. On a toujours un moment où dans notre tête, il y a cette petite voix qui dit, ouais, mais il y a des gens qui sont meilleurs que toi pour faire ça. Pourquoi est-ce que tu ne mérites pas ta place? On l'a tous. Et c'est vrai qu'il faut réussir à passer outre et à se dire, ben voilà, ouais, c'est vrai que moi je suis pas un musicien professionnel et que je suis sur scène et il y a d'autres gens qui ont fait cette formation pour, mais voilà, si Roméo il me fait confiance, si l'équipe me fait confiance, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe bien, c'est qu'aussi humainement ça matche bien, et donc tu mérites ta place, tu vois. Et ouais, c'est un peu comme, pour moi, quand tu apprends une langue, tu vois, quand tu apprends une langue, c'est toujours difficile au début parce que tu connais pas forcément tous les mots, ni la conjugaison, mais il faut pas oublier que l'objectif d'une langue, c'est de communiquer, c'est la communication. Donc si moi, je veux te dire un truc et que j'utilise 5 fois un mauvais mot et que mon verbe, il est pas à la bonne place, mais que tu as compris le message, ben 99% de l'objectif, il est rempli, tu vois. Et donc, je pense que le meilleur moyen, par exemple, d'apprendre une langue, c'est de se lancer le plus vite possible. C'est de se dire, ben voilà, c'est pas grave, j'ai 10-15 mots, je peux arriver à paraphraser les trucs et à me faire comprendre. C'est passer à l'action, quoi. Voilà, c'est passer à l'action et que la personne en face, de toute façon, elle va pas se moquer. Si elle comprend, tant mieux. Si elle comprend pas, elle va t'aider. Mais si on a la réflexion enfin, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel je trouve on nous éduque à l'école, de se dire non mais il faut que ce soit parfait, tu vois, avant de se lancer. Bah alors on n'y arrive jamais, tu vois. Si moi j'attends d'être totalement bilingue dans une langue pour la parler, je vais jamais la parler, tu vois. Et donc je trouve que cette réflexion là, cette analogie, elle est très juste dans tous les domaines de création. C'est-à-dire que si t'attends d'être, tu vois, si j'attends d'être Steven Spielberg pour faire un clip, je vais jamais voir un clip de moi, tu vois. Et c'est la même chose pour tout, quoi. Donc le plus important, c'est de pas avoir peur d'être mauvais au départ. On est tous mauvais à un moment. Et c'est, au pire, tu le montres pas, quoi. Tu le laisses sur un disque dur. Mais c'est ce que t'as fait, en fait. C'est genre vraiment passer à l'action, ouvrir des portes, aller parler à Akaba dans le tramway et faire tes trucs. Et puis si t'échoues, bah, c'est pas grave, t'essayes de t'améliorer pour la prochaine fois, quoi. Ouais, à fond. Et je crois au-delà, enfin, je sais plus exactement dire dans quel état d'esprit j'étais. J'ai jamais eu un vrai plan de carrière. Je crois qu'il y avait peut-être presque une forme de naïveté et de spontanéité du gars aussi qui est fort lié à l'autodidacte, tu vois. C'est que on t'a pas dit comment il fallait, enfin, on m'a pas dit comment il fallait faire un clip, tu vois. J'ai pas fait l'école de cinéma, donc on m'a pas dit, ouais, il faut un chef-op, il faut un gaffeur, il faut un machinot. Donc moi, j'avais cette naïveté qui peut paraître presque bête de dire, bon ben, ça filme, ça fait un clip, tu vois. Mais c'est ça qui m'a amené là, tu vois. Et donc, si on arrive à évoluer avec cette naïveté et cette ouverture d'esprit de dire bon ben j'ai de quoi faire, allons-y, ben je crois qu'on peut aller loin. Je pense que ça aide en tout cas à surmonter beaucoup d'obstacles. C'est comme Orelsan dit, si tu veux faire des films, prends un truc qui filme. Exactement, c'est vraiment... Et en effet, tu vois, Orelsan, typiquement, c'est vraiment pour moi le même genre de profil, méga autodidacte, qui a appris... tu vois, il a toujours écrit, comme on le voit dans son docu. Ses textes, ils étaient nuls, mais il s'en foutait, il continuait. Et c'est comme ça qu'il s'est formé, quoi. Et pourquoi tu penses que la culture de l'échec est un peu jugée ou mal vue Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que... La culture de l'échec est prise de manière assez différente dans les pays anglo-saxons, enfin, je pense notamment aux États-Unis, où genre, le fait d'échouer, c'est aussi aller plus loin vers... se rapprocher de la réussite. À fond. Mais je pense, moi, c'est un truc auquel je pense beaucoup dernièrement, c'est le système qu'on a d'éducation ici. En tout cas, je parle pour la Belgique, je pense que c'est pareil en France et dans d'autres pays d'Europe. Mais je pense qu'il y a un gros manquement à ce niveau-là, dans l'état d'esprit dans lequel on éduque les enfants. Je trouve qu'on les éduque beaucoup dans le jugement et dans le système de cotation, quoi. Donc, il n'y a pas de nuance. Soit t'es un bon élève, t'as des 18 sur 20 et tu réussis, tu passes. Soit t'es un cancre et t'es un mauvais élève, quoi. Et il y a un peu une seule voie qu'on te montre. On t'apprend pas à être curieux, on t'apprend pas à apprendre de toi-même, on t'apprend juste à répondre à des critères qui ont été prédéfinis, tu vois. Et du coup, pour moi, c'est vraiment problématique et je suis sûr que ça bloque plein de gens. Cette peur phobique de l'échec, en fait, tu vois, de se dire wow, mais si je rate, c'est grave, tu vois, parce qu'à l'école, si tu rates, c'est grave, tu vois, si tu doubles, c'est grave, enfin, tu vois, c'est ce qu'on te fait comprendre. Si tu doubles, c'est grave, si tu doubles une deuxième fois, tu dois passer dans l'enseignement professionnel et c'est grave, enfin, tu vois, c'est plein de trucs où je me dis waouh, il faut qu'on trouve un moyen de montrer à nos enfants que c'est pas grave, en fait, et que en général, plus tu rates, et comme tu dis, plus tu t'approches de ce que tu veux accomplir, parce que c'est souvent quand tu rates que tu
tires des leçons, tu vois. Exactement. Si à chaque fois ce que tu fais, dis ça marche, tu dis bon, bah, c'est facile, tu vois. Ouais. Quand tu rates, tu es obligé de prendre du recul et dire, ok, pourquoi est-ce que ça a merdé, où est-ce que je peux faire mieux. Et donc, ouais, je pense que dans les pays anglo-saxons, comme tu dis, il y a beaucoup plus cette culture de on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Là où chez nous, c'est plus il faut réussir, tu vois. Alors, Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Toi, Benoît, dans quelle mesure tu es rattaché à l'Asie ? Alors, déjà, je crois que visuellement, tu vois plus ou moins. Mais donc, j'ai 2 parents vietnamiens qui sont tous les deux des boat people, donc qui ont fui le régime communiste pour venir s'installer en Belgique. Et donc, ça, c'est mon plus gros attachement à l'Asie. Et alors, ce qui est vrai, c'est que, par contre, je crois que l'attachement sentimental que je peux en avoir, il est arrivé assez tard, en fait. Enfin, je sais pas si c'est le même cas pour toi, mais j'ai grandi, on va en parler après, je crois qu'on va parler plus peut-être de discrimination et tout ça, mais j'ai grandi en vivant quand même pas mal de discrimination. C'était jamais très violent, parce que, comme on sait, la discrimination envers les Asiatiques, elle est plus, on va dire, légère, même si j'aime pas trop le terme, mais elle est plus subtile. Donc ça a jamais été violent, mais ça a été des remarques un peu pendant toute mon enfance, tu vois, des surnoms et tout. Du coup, automatiquement, je crois que j'ai développé une sorte de mécanisme de défense où, quand j'étais enfant et ado, j'étais en mode, je comprends pas trop pourquoi je suis différent et j'aime pas trop le fait d'être différent, parce que du coup, ça m'attire des remarques et tout. Donc, je crois que j'ai pendant longtemps mis de côté mes origines, tu vois, en voulant être intégré, être un peu le Belge parfait, tu vois. J'ai mis ça de côté, et c'est vrai que j'ai des fois des amis qui me disaient « Ah, mais toi, j'oublie presque que t'es Viet », tu vois. Et eux, ils pensaient pas mal dire, tu vois. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, moi, j'étais presque fier de ça, ce qui est triste quand on y pense, mais j'étais là « Ok, ouais, j'ai fait mon taf, je suis comme tout le monde, tu vois. » Et c'est seulement en grandissant, quand tu surmontes ce truc-là, et que peut-être les gens sont plus matures, tu vis moins ces discriminations, mais c'est à ce moment-là où tu dis « Mais en fait, c'est une force, tu vois. C'est une force de ouf d'avoir 2 cultures, d'être né dans un pays et d'avoir un pays qui a une autre histoire. C'est une force de ouf. Et j'ai trop envie maintenant de m'intéresser, de reconnecter. Est-ce que tu as eu un moment, en fait Je sais pas si j'ai eu un moment, mais je sais que c'est quand même assez récent, tu vois. Et je sais que, par exemple, mon petit frère, lui, c'est venu plus vite. Il a plus vite été curieux de la culture vietnamienne, de l'histoire et tout ça. Mais nous, on est partis avec nos parents aussi plusieurs fois en voyage là-bas. Ouais. Mais je sais que dans ma tête, quand je partais, on était touristes, tu vois. Après, quand t'es petit, c'est souvent ça, tu suis tes parents, mais on n'avait pas forcément cet intérêt de dire « Waouh, c'est le pays d'où on vient, c'est quand même ouf, c'est une culture qu'on connaît pas, on devrait être émerveillés, tu vois. » Et à l'époque, nous, on était plus passifs, et c'est pour ça qu'on s'est dit avec mon frère, on aimerait bien un jour retourner à 2, tu vois, juste quelques mois vivre au Vietnam, et vraiment vivre l'expérience de ce que c'est de vivre et de pas juste être en voyage, tu vois. De se dire « Vas-y, on se pose à Saigon pendant, je sais pas, 3 mois et on vit la vie, quoi. » Ouais. Moi, j'ai vu un épisode de la série Instagram qui s'appelle Plus 32, donc du coup que tu as fait pour la RTBF. Ça retrace le parcours de 6 Belges venus au-delà des frontières, et tu fais intervenir ta maman qui s'appelle Fung, qui nous raconte un peu son histoire. Quand elle a fui en fait le communisme, elle est passée par la Malaisie pour ensuite rejoindre Liège. Comment ça s'est passé ? En fait, ça me fait justement repenser à, quand tu me demandes s'il y a eu un moment, il y a peut-être eu quand même un moment, c'est que moi j'étais en secondaire en option histoire. Donc j'avais, je crois, c'était 4 ou 6 heures d'histoire par semaine. Et on a étudié la guerre du Vietnam. Et du coup, je sais plus, dans une conversation avec la professeure, je dis « Ah, ma maman, elle a fui la guerre du Vietnam et tout. » Elle fait « Waouh !» Et du coup, elle a demandé si ma maman pouvait venir en classe pour interagir avec les élèves et qu'on puisse, tu sais, lui poser des questions. Enfin, une leçon d'histoire vivante, quoi. Et donc, ma maman est venue. Et je voyais aussi que le regard des élèves était hyper intéressé, hyper curieux. Et c'est là aussi, je crois, peut-être, où j'ai commencé à me rendre compte de dire « Ok, c'est une force, en fait. C'est un truc de fou. C'est une histoire que peu de gens ont vécu et peu de gens ont en bagage. Et en fait, il faut en être fier. » Et donc, de là, j'ai commencé à comprendre aussi que l'histoire de mes parents, elle était dingue. Et qu'il fallait en faire quelque chose. Et donc, plus tard, en commençant à faire de la vidéo, j'ai d'abord fait des clips. Et puis, je me suis un peu naturellement dirigé vers des trucs plus documentaires. Et vite, je me suis dit à un moment, il faut que je trouve un moyen de raconter l'histoire de mes parents, quoi. Et donc, il y a eu cet appel à projet de la RTBF, qui est la chaîne publique belge, où ils voulaient créer une série dont le concept, c'était que toute la série doit se trouver sur Instagram. Donc, ils voulaient s'adapter à ce réseau. Donc, ça veut dire les contenus en vertical, des durées peut-être plus courtes, plus adaptées au temps d'attention.
Et alors cette idée m'est revenue et je me suis dit, mais est-ce que c'est pas l'occasion là de présenter un projet où je vais pouvoir justement intégrer l'histoire de ma maman, tu vois. Et, et donc on a présenté cette idée-là, elle est passée. Et elle donc, s'est prêtée au jeu. Oui, en fait, c'est pour la petite histoire. J'avais vu passer l'appel à projet et un ami à moi qui est plus dans la production m'a dit, bah si ça t'intéresse, on peut faire rendre un dossier. Puis ça m'était sorti de la tête. Et le week-end d'avant, en gros, je me dis, je suis en train de conduire, je dis, mais enfin, c'est quand même bête que je profite pas de cette opportunité. Mais bon, il reste 2 jours pour rendre le dossier alors que ça fait 2 mois que c'est ouvert, tu vois. Et donc j'appelle mon pote et je dis, écoute, j'ai une idée. En fait, ça repart de l'idée de ma maman et tout. Si t'es chaud, on le fait ce week-end. Toi, tu t'occupes du dossier, donc plus l'écrit et tout. Et moi, je vais faire un pilote, tu vois. Donc, je rentre chez moi. En plus, je me souviens, j'avais fait une soirée la veille. Je rentre avec mon matos et tout. Et j'arrive à Liège, donc chez mes parents. Et je fais ouais, maman, j'ai envie qu'on filme un petit truc. T'inquiète, ça va pas être compliqué. Et puis elle est toute paniquée, elle dit attends mais quoi, qu'est-ce qu'il faut faire, tu me poses des questions, mais moi il faut que je me prépare, il faut que je m'habille, tu vois, elle est très self-conscious, donc elle est en mode, mais attends, est-ce que j'ai bien parlé français et tout, je dis non t'inquiète, non, sois naturel, c'est ça le plus important. Et donc voilà, on a monté en je sais pas, en 2-3 heures, on a tourné, j'ai fait quelques plans de coupe, j'ai fait un petit montage et on a fait le pilote, et mon pote a fait le dossier, on l'a rendu à la RTBF et par miracle, c'est passé. Et donc, ce projet a permis de raconter non seulement l'histoire de ma maman, mais l'histoire de d'autres gens qu'on a rencontrés via ce projet-là, qui vivent en Belgique, mais qui ont une autre culture. Tu vois, il y a, un gars qui vient de Syrie, il y a une dame qui vient d'Équateur. Et enfin, tu vois, c'est toutes des histoires hyper intéressantes, mais que souvent, on prend pas le temps de raconter, quoi. Tu vois, je veux dire, on est entouré ici encore plus à Paris, mais à Bruxelles, on est entouré de gens qui sont des migrants, qui ont une sorte de double identité, et pourtant on prend pas le temps, tu vois, de les écouter et de raconter leur histoire. Et on s'est dit, waouh, il y a un truc à faire, et c'est comme ça que c'est parti, quoi. Qu'est-ce que tu as appris sur ta mère suite à ce documentaire ? Parce qu'elle dit des choses assez fortes. À fond. Ouais. Ben, je crois que j'ai appris pas mal de choses. Je crois que c'est le cas pour beaucoup de familles de gens qui ont des parents boat people. C'est que c'est pas tellement un sujet dont on parle beaucoup. Ça dépend des familles. Je crois que dans ma famille, c'est pas forcément un trauma, tu vois. Mais c'est vrai que je crois que quand on était petits, nos parents, ils ont dû nous raconter quelques fois. Mais on n'a jamais vraiment creusé ce truc-là, tu vois. Et du coup, d'abord, avec cette histoire de mon cours d'histoire et puis ce projet, bah, ça m'a forcé à creuser, tu vois, à dire, OK, c'est quoi la vraie histoire qu'il y a derrière ? Qu'est-ce que vous avez ressenti, les parents, en vivant cet événement-là ? Est-ce que c'était traumatisant, tu vois ? Et c'est vrai que, par exemple, de fait que... De base, je me suis dit, bah, a priori, ils vivent super bien avec. Et je crois que c'est le cas, tu vois. Ils sont très heureux d'être en Belgique, de leur nouvelle vie. Mais, par exemple, en faisant l'interview avec ma maman, à un moment, elle a fondu en larmes en racontant. Et je crois qu'elle-même, elle ne se rendait pas compte qu'il y avait encore ça qui était en elle. C'est que, en racontant avec détail ce qu'elle a vécu, bah, elle se reprojetait dans les images, dans les sons et tout. Et en fait, elle se rendait compte qu'il y avait des trucs qui l'avaient marqué vraiment fort. Donc, je crois qu'il y a eu ce truc-là. Il y a un moment très fort où elle dit... je comprends pas comment mes parents ont pu nous laisser partir. C'est hyper fort, ouais. Parce que moi, je pourrais jamais vous laisser partir, prendre le bateau et la mer et ne pas savoir où vous allez atterrir, en fait. C'est hyper fort. Et donc, bah, pour ceux qui sont intéressés, il faut aller voir sur le compte Instagram pour voir toute l'histoire. Plus 32, ouais, donc qui est écrit en toutes lettres. Et, mais donc, pour résumer cette histoire de ma maman, donc c'est son père qui voulait absolument quitter le pays, il voulait absolument pas vivre sous le régime communiste. Et donc, c'était pas forcément une famille très riche, mais il s'est arrangé pour réunir une certaine somme pour pouvoir payer les passeurs. Ça n'a pas marché la première fois. Et puis, il a de nouveau rassemblé cet argent, sauf qu'entre-temps, il est tombé malade, quand même assez gravement. Et donc, ma grand-mère a dû rester à son chevet. Sauf que lui, je crois qu'il avait déjà payé les passeurs, ou je ne sais plus exactement, mais il a dit, les enfants, vous devez partir. Vous ne pouvez pas rester ici. C'est pire. Ah oui, c'est ça, il a dit, c'est pire que la mort de rester vivre ici, tu vois. Et du coup, ma maman, ses frères et sœurs, pas tous, mais parce que les aînés étaient déjà en Belgique, s'étaient venus étudier, eux. Ben, ils ont dû partir entre eux, et genre ma maman, elle devait avoir 16-17 ans, son plus jeune frère, il devait avoir 12 ans, ils sont partis comme ça, j'arrive même pas à me projeter tellement c'est inimaginable, tu vois, mais ils sont partis comme ça au milieu de dizaines de milliers d'autres Vietnamiens, se retrouver sur des bateaux, sur des îles désertes, sans parents, sans référents. Et en effet, ma mère, quand elle le raconte, ce qui est très fort, c'est que tu te dis, c'est un acte qui paraît tellement fou de abandonner
tes propres ouais. enfants. Mais putain, j'ai la voix qui tremble en racontant. Mais en fait, c'est un geste d'amour hyper fort, en fait, tu vois. Parce que, en fait, tu te dis que c'est tellement la mort de les laisser vivre ici que tu préfères qu'ils partent et qu'ils prennent ce risque en espérant que ça ira, tu vois. Et c'est ce qui est arrivé. Et ce qui est dingue aussi, c'est que, du coup, je croyais pas du tout que j'avais pleuré en racontant. Mais du coup, mon grand-père est décédé là-bas et donc moi, je l'ai jamais connu. Et ma grand-mère est venue plus tard ici en Belgique. Du coup, ta maman lui dit, oui, c'est très émouvant. C'est la première fois que ça m'arrive. De nouveau, c'est marrant parce que j'en parle jamais aussi en profondeur. Ouais. Mais du coup, c'est comme ça que ça vient. Ouais. Non, mais c'est vrai que quand on voit la série et tout, c'est assez fort, c'est très puissant. Ta maman le dit, elle le dit à un moment donné dans la série, elle dit « Parmi mes collègues belges, je suis la seule asiatique, la seule étrangère. Parfois j'oublie, je ne le ressens plus. Pour que les gens puissent avancer, reconstruire quelque chose, il faut les encadrer. On ne laisse pas les gens attendre des années pour obtenir des papiers. Il faut leur donner des papiers, leur permettre de reprendre les études ou apprendre un métier et travailler. Après avoir vécu en Belgique, je ne comprends pas le système actuel. Parce que quand elle est arrivée à Liège, elle est arrivée dans un voisinage en fait, où tout le monde voulait l'aider. Ouais, et qu'en fait, elle a été vite intégrée partout, dans son boulot, etc. Et qu'aujourd'hui, en fait, y a de nouveaux migrants qui arrivent et il n'y a pas les mêmes conditions qu'avant. Du coup, qu'est-ce que c'est être étranger aujourd'hui, être asiatique en Belgique ? Je crois que mes parents, ils sont hyper reconnaissants de la Belgique, en tout cas de l'époque où ils sont arrivés. Je crois que c'est un contexte qui était hyper différent de maintenant parce que, notamment, tu sais bien, la guerre du Vietnam, c'est une guerre qui a été la première guerre qui a été surmédiatisée. Donc les gens dans le monde entier étaient hyper sensibilisés à la cause des Vietnamiens. Et donc quand eux sont arrivés en Belgique, ils ont été accueillis, on peut dire, à bras ouverts, même si ça a été très difficile, mais il y avait la Croix-Rouge et puis il y avait aussi les familles qui étaient dans le quartier, qui les ont aidés. Elle me disait, quand on est arrivé, tous les jours, on pouvait passer à la boulangerie et le boulanger nous donnait un pain et le curé il nous aidait et puis telle famille venait nous aider. Et donc, ils ont pu bénéficier d'un encadrement hyper fort qui leur a permis de, eux, se reconstruire alors qu'ils étaient ados et de rebondir et de retrouver une forme de vie ici. Et c'est vrai que maintenant, c'est aussi ça que j'ai découvert en faisant cette série, mais c'est que l'immigration, elle est plus compliquée maintenant. Et bon, c'est un sujet où je vais pas trop m'aventurer parce que je suis pas du tout spécialiste en politique et tout ça. Et c'est là où je comprends ma maman, c'est un peu avec sa naïveté, de pas non plus savoir exactement les tenants et aboutissants de la politique migratoire. Mais elle se dit, mais nous, on nous a donné notre chance. Maintenant, on contribue tous à la société et je veux dire, on a une valeur ajoutée pour la société et on participe à la vie commune. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas cette chance à d'autres personnes ? Et c'est vrai que moi, j'ai aussi des amis, j'ai rencontré des amis qui sont des migrants d'autres pays, qui vivent aussi dans cette situation précaire de ne pas avoir de papier, mais qui pourtant ont une envie sans limite de participer à la société, de faire des belles choses, mais à qui on ne tend pas la main. Et donc, c'est vrai que ma maman, elle dit souvent, moi, je ne comprends pas comment c'est possible. Et c'est vrai que quand tu le vois comme ça, tu te dis ça, mais je n'ai pas assez d'expérience et de bagages pour pouvoir aller plus loin sur le sujet. Ouais. Tu as témoigné récemment sur l'asiaphobie, sur Vice Belgique. Comment les choses évoluent aujourd'hui en tant qu'asiatique en Belgique ? Et tu en parlais tout à l'heure, tu as subi des formes de discrimination quand tu étais plus jeune. Aujourd'hui, comment tu réagis face à ça ? Je pense que la situation, elle évolue quand même bien. Après, j'essaie toujours aussi de me rappeler qu'on évolue quand même dans une bulle sociale, tu vois, que ce soit naturellement dans la société, tu vas toujours t'entourer de gens qui pensent plus comme toi, qui te ressemblent. Mais aussi sur les réseaux sociaux, tu sais, maintenant les algorithmes font que souvent on t'expose souvent à des choses que tu valides. Donc, des fois, j'ai tendance à me dire, mais oui, d'office, maintenant, les gens, ils savent, les gens, ils font plus de remarques comme ça. Puis je parle à d'autres gens qui me disent, ah, mais tu sais, moi, j'ai aussi un groupe d'amis ils ont pas, par exemple, j'ai reçu un message ce matin d'une fille que j'avais rencontrée qui est aussi asiatique, qui vient aussi de Belgique et qui maintenant, elle vit à Berlin. Et elle me disait, voilà, moi, je vis ce problème-là parce que dans ma vie de tous les jours à Berlin, j'ai jamais de soucis. Les gens, ils sont tout à fait au courant de ce qui se dit, ce qui se dit pas. Ouais. Mais par contre, j'ai beaucoup de mal quand je reviens en Belgique avec mon groupe d'amis de Belgique. Elle dit, pourtant, je les aime vraiment très fort, mais eux,
ils continuent à faire les mêmes blagues qu'ils me faisaient quand j'étais plus jeune, des surnoms, des remarques et tout. Et en fait, ça me fait du mal, mais j'ai du mal à leur dire, ou j'ai pas envie d'être dans cette posture d'éducation, et donc ça fait que je vais moins les voir, tu vois. Et donc, tu sens que dans différentes sphères, ça évolue à des vitesses différentes, et que, par exemple, nous, on est très ouverts, on écoute beaucoup de podcasts, on regarde beaucoup, on lit beaucoup, ben forcément, notre pensée, elle évolue avec l'époque, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc, moi, j'ai l'impression que ça évolue dans ma sphère à moi, mais je peux pas dire avec certitude que c'est le cas de manière générale. Et alors, au niveau des discriminations, c'est vrai que, comme je l'écrivais sur Insta hier, mon frère et moi, on a grandi avec... Enfin, ça faisait partie un peu de notre quotidien, tu vois. C'était pas des discriminations très violentes, mais c'était toujours des remarques. Tu vois, moi, je suis un peu traumatisé de ça à l'école primaire, où on faisait beaucoup des stages pour enfants. Et je savais, quand j'arrivais le premier jour, je savais qu'il y avait quelqu'un qui allait faire une remarque, tu vois. Et du coup, j'étais un peu toujours sur le qui-vive, tu vois. Et je sais que c'est un réflexe que j'ai gardé. Malgré moi, j'ai pas envie d'avoir ce réflexe, tu vois. J'ai pas envie, quand je débarque dans une soirée, d'être sur la défensive et de me dire, ok, qui est le mec bourré qui va me faire une remarque. Mais c'est toujours en moi, tu vois. Et donc, ça te met dans cette posture de défensif, tu vois, que t'as pas envie d'avoir. Et donc, on a grandi avec ça dans notre quotidien. Et on s'est promis, il y a quelques années, on s'est dit, maintenant, on laisse plus rien passer, tu vois. Et s'il y a quelqu'un qui nous fait une remarque, s'il y a quelqu'un qui nous dit un truc, on lui dit, tu vois. Et tant pis, s'il faut s'énerver, c'est pas cool, mais on le fait, tu vois. Et on a aussi des tempéraments un peu, tu vois, nerveux des fois. Donc c'est vrai que des fois, ça part un peu en énervement ou quoi. Mais justement, la semaine dernière, week-end dernier, je rentre à Liège avec mon frère. Et dans la voiture, il me dit... on était à une soirée ensemble, moi j'étais rentré tôt, il me dit ouais c'est chiant, hier je suis rentré tard à cause d'un gars parce que il m'a fait une remarque, tu vois. Et je dis mais je crois que ça arrivait plus trop, tu vois. Et il dit ouais, je sais pas, un gars que je connais pas, on parle et je sais pas, il m'appelle le jaune, un truc comme ça. Et du coup il me dit j'avais un peu bu, donc je me suis un peu énervé trop, mais je me dis j'étais obligé parce qu'on s'est fait cette promesse, tu vois. J'étais obligé de passer une demi-heure à parler avec lui et dire mais mec, ça va pas, enfin tu vois, tu peux pas faire ça, tu vois. Et donc on perd encore beaucoup de temps, donc ça arrive encore, quoi. Ça arrive encore. J'espère que les pensées évoluent, je pense qu'on est sur la bonne voie, mais ça arrive encore. Et tu le dis, j'ai screenshoté ton texte en story. Tu dis, avec le temps, j'ai développé malgré moi des réflexes parano. Quand je suis dans une soirée avec des gens bourrés, je me demande souvent quand on me fera une remarque raciste. Heureusement, ça arrive de moins en moins, mais ça arrive toujours. Et pour les gens qui arrivent encore par sortir c'est bon, c'est juste une blague, qu'est-ce qui vous fait sentir légitime de juger de ce qu'on ressent, de si on devrait se vexer ou pas? Ce qui est drôle, c'est que ces remarques viennent toujours de personnes privilégiées, n'ayant jamais eu affaire à une quelconque forme de discrimination. Mais apparemment, ils sont souvent spécialistes en la matière, puisqu'ils savent te dire quand c'est juste une blague et pas vraiment du racisme. Juste une info inédite pour ces gens aussi, la blague a été déjà faite. Ça fait 30 ans que j'entends des jaunes, Ching Chong, Jackie Chan. Donc gardez votre sourire du gars qui pense être le premier au monde à faire la blague. Et si vous vous trouvez si drôle, faites un one-man show ou lancez un podcast d'humour raciste. Je sais pas. Un dernier point auquel mon frère vient de me faire penser et qui me paraît très important aussi, pour démonter une fois pour toutes ce mythe de discrimination positive, pour les gens qui disent que la communauté asiatique est une minorité modèle et qu'elle ne pose pas problème et s'intègre bien. 1. On n'a jamais demandé à servir de modèle pour quiconque. 2. On a encore moins demandé de servir d'argument pour entretenir d'autres opinions racistes. Parce qu'en vérité, ce qu'on sous-entend toujours dans ces cas-là, c'est une minorité qui s'intègre bien par rapport à d'autres communautés qui ne font pas l'effort. Et ça, c'est grave. Donc pensez-y aussi quand vous pensez que c'est un compliment et laissez-nous être des cancres ou des voyous si on en a envie. C'est vrai. Parce qu'en fait, ce genre de remarques, ça peut aussi nourrir en fait des discours hyper discriminants, en fait, nourrir un discours encore plus violent pour d'autres communautés. Ouais, et je pense que c'est important d'en parler parce que même moi, j'ai pris conscience de ça assez tard, mais justement aussi pendant cette interview qu'on a fait pour Vice, parce qu'une des autres filles, elle parlait beaucoup de ce sujet-là, de la discrimination positive. Et c'est vrai que moi-même, j'y avais jamais pensé. Donc, c'est sûr que la plupart des gens qui disent ces remarques-là, ils n'ont pas forcément une mauvaise intention, tu vois. Ouais. Ils se disent, oui, c'est un compliment, entre guillemets. Ouais. Mais voilà, il faut être conscient que ça entretient d'autres idéaux, tu vois. Et que de toute façon, comme je le dis dans l'interview,
te contraindre à une image que t'as pas choisie, tu vois, c'est jamais cool, tu vois. Même si toi tu te dis, bah oui, je lui dis que c'est un bon élève, je lui dis, mais oui, mais bon, il a pas envie de l'être, tu vois, on doit garder la liberté d'être qui on a envie d'être. Et tu peux pas projeter sur les gens une image aussi positive qu'elle te paraisse, tu vois. Tant que t'imposes quelque chose à quelqu'un, c'est pas cool, quoi. Tu travailles entre plusieurs cultures, belge côté français, aussi néerlandais, et la culture aussi française. Quelles sont les différences que tu observes et comment tu t'adaptes à ça ? Par exemple, quand tu es en tournée, je sais que tu as une production sur la tournée qui est française et toi et Roméo, vous êtes belges. Voilà, quelles sont les différences que tu ressens en fait ? Ben, c'est difficile un peu de répondre à cette question sans trop employer de clichés, tu vois, les gros clichés qu'on connaît tous. Mais c'est vrai que en Belgique, comme je disais, on a une grosse culture de l'autodérision, du second degré, et aussi de l'humilité. Je pense, l'humilité, c'est quelque chose qui est très important chez nous, et on va pas hésiter si quelqu'un commence à se prendre un peu trop au sérieux, à lui tirer dessus et lui dire c'est bon, calme-toi, tu vois. Et donc c'est vrai que je crois que ça nous sert aussi. Peut-être que des fois ça peut nous desservir, parce que si ça va trop loin dans cette humilité, ça peut... Des fois, j'ai l'impression qu'on pourrait presque avoir honte d'être fier de ce qu'on fait, alors qu'il n'y a vraiment pas de mal à être fier quand on fait des cool trucs, tu vois. Tout à fait. Et du coup, moi j'étais très content de faire la tournée avec Roméo, parce que c'est vrai qu'avant ça, j'avais pas énormément d'amis français, tu vois, c'est des gens qu'on croise et tout, mais paradoxalement, alors qu'on est voisins, on va pas si souvent que ça à Paris, et les Français viennent pas si souvent en France, par exemple. Mais du coup, ça m'a permis en Belgique. Mais du coup, ça nous a, comme toute l'équipe de tournée était française, ça nous a permis vraiment moi, ça m'a permis de me faire plein de potes français, et du coup, être confronté à plein d'autres cultures. Et quand je dis la France, évidemment, c'est pas que Paris, c'est le Sud, c'est plein d'autres villes. Et du coup, moi, ça m'a vraiment plu. Ça m'a vraiment plu. Et c'est vrai que, en plus, tu sais bien, il y a toujours cette sorte de petite rivalité en Belgique-France, qui souvent est là pour rire, mais qui des fois, tu vois, elle se prend un peu plus au sérieux, notamment avec la Coupe du Monde et tout. C'est des trucs qui des fois peuvent un peu déraper. Et du coup, moi, d'avoir été confronté à la culture française comme ça, de manière très directe, ça m'a fait vraiment plaisir. Et c'est vrai que, par exemple, même en Belgique, c'est un si petit pays, mais avec tellement de caractéristiques différentes, tu vois, c'est un pays très hybride. Et donc, entre la Wallonie, là d'où je viens, où on parle français, et la Flandre, qui est au nord, et là où on parle flamand, du coup, c'est presque deux pays différents qui ont été collés ensemble, tu vois. Et au-delà de la langue, la mentalité, elle est hyper différente. Et c'est vrai que les néerlandophones, souvent, ils sont plus sérieux. On dit souvent qu'ils sont plus travailleurs. C'est pas toujours vrai, mais c'est vrai qu'ils sont souvent plus carrés. Et moi, du coup, être à Bruxelles, ça m'a permis aussi de rencontrer plein de néerlandophones. Maintenant, je travaille aussi souvent à Anvers avec des gens là-bas. Et franchement, je kiffe trop. Je kiffe trop, et du coup ça me donne aussi envie de plus apprendre la langue, de mieux maîtriser le néerlandais. Et pour ça, être à Bruxelles, c'est un peu parfait. Je trouve que ce que je kiffe à Bruxelles, c'est un peu une des seules villes où je sais pas, tu rentres commander un sandwich, tu commences en français, ça passe par l'anglais, ça finit en néerlandais, et ça choque personne. Et ça, je trouve que c'est une richesse qui est super intéressante. Et pour le coup, comment je m'adapte, je crois que j'essaye de pas trop m'adapter, tu vois, de garder un peu, tu vois. Après, je travaille avec des néerlandophones, je sais qu'il faut pas, il faut être sérieux, tu vois. Là où quand tu vas travailler en Wallonie, un peu plus blaguer, tu vois. Là, dans les conditions de travail, je vais m'adapter un peu, mais dans la manière d'interagir avec les gens, j'essaie de rester fidèle à moi-même, parce que je crois que c'est ça qui fait aussi la marque de ton travail, de la raison pour laquelle les gens veulent travailler avec toi. Donc voilà. Ouais. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans la dernière web-série documentaire que tu as réalisée, du coup, pour la RTBF, sur la santé mentale ? Alors, c'était aussi pour le premier un appel à projet. Donc eux, ils voulaient aborder ce thème-là, qui est un thème dont on parle encore très peu, mais dont on commence à avoir plus souvent sur Combini, sur Brut, des sujets à ce propos-là. Okay. Et en fait, donc, je l'ai aussi co-réalisé avec Pablo. Donc, il se fait que les dernières années, on a tous les deux eu une amie qui n'était pas la même amie, mais on a tous les deux eu une amie qui a été diagnostiquée avec un trouble, la bipolarité notamment. Et on s'est sentis tous les deux très démunis face à ça. Tu vois, on s'est rendu compte que on savait pas du tout. Il n'y a pas de mode d'emploi, tu vois. On sait pas, déjà, on sait pas de base, on sait pas ce que c'est la bipolarité, on l'apprend pas à l'école. Donc tu es là, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Et comme c'est des troubles qui sont très invisibles, tu vois, ça c'est pas marqué sur ton visage, c'est juste dans ton comportement que ça change. Ça provoque clairement une forme d'incompréhension de la part de tout le monde.
Et je sais que moi, quand j'y repense, je me dis, merde, avec notre groupe d'amis, par rapport à notre ami, on n'a pas réagi forcément de la bonne manière, tu vois. Et donc, il y a quelque part une forme de culpabilisation où tu dis, ouais, on aurait dû faire autrement. Et en même temps, une prise de conscience de te dire, ouais, mais si on n'a pas réagi comme ça, c'est aussi parce qu'on n'a aucune connaissance du sujet et que personne nous a aidé à trouver les clés de compréhension. Et aussi, même pour les personnes qui vivent ces troubles-là, c'est très compliqué, tu vois. Ouais. C'est très compliqué. Eux non plus, ils n'ont aucun guide, tu vois. Et c'est ce qu'on s'est rendu compte quand on a fait toutes les interviews, c'est de se dire, une fois que tu as le diagnostic, c'est un peu la chute libre. Tu es là, waouh, ok, je ne sais pas vraiment ce que c'est, je connais personne qui vit avec ça, donc comment est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que ma vie va pouvoir continuer? Et donc, on s'est dit, il faut qu'on trouve un moyen d'apporter des clés de compréhension, mais dans les deux sens, tu vois, que ce soit pour les gens qui entourent la personne, que pour la personne qui vit la chose. Et donc, on a un peu repris le procédé qu'on avait pris pour Plus 32, de faire des portraits où c'est vraiment les gens qui viennent se livrer et où nous, en tant que réalisateurs, on est le plus invisible possible, on ne nous entend pas. Et arriver à créer un contexte favorable et confortable pour que les gens se sentent à l'aise de... Assez en confiance pour pouvoir se confier sur ça. On voulait que ce soit un peu sur le ton de la confidence, tu vois, que c'est comme si tu t'asseyais en face de quelqu'un et que pendant un quart d'heure, elle te racontait ce que c'était vraiment de vivre. Et pour la personne, souvent, elle arrivait vraiment à exprimer des choses qu'elle n'arrivait pas à exprimer en face de quelqu'un qu'elle connaissait. Ce qui peut sembler paradoxal parce qu'on se dit, c'est la première fois qu'elle nous rencontre. Et paf, on part sur 2 heures d'interview où ça parle de sujets hyper intimes, hyper deep, et les gens s'ouvrent. Mais, enfin, tu vois, nous, on a été abasourdis de la générosité de ces gens. Mais en fait, je crois que quelque part, des fois, c'est plus facile de s'adresser devant quelqu'un qui ne te connaît pas et que tu sais qu'il ne va pas te juger, que devant quelqu'un que tu as connu depuis toute ta vie. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'il y a plusieurs intervenants qui nous ont réécrit plus tard en disant waouh, merci beaucoup. Et en fait, ça m'a permis de renouer le contact avec des gens que j'avais perdu de vue, parce qu'ils ont vu mon témoignage et donc ils ont entendu et compris des choses que moi j'arrivais pas forcément à leur transmettre en direct. Et donc voilà, ça c'est, je veux dire, ça c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est là, pour nous c'est trop beau, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres séries comme ça, documentaires que tu es en train de réaliser ou que tu voudrais réaliser? Ben, c'est clair que ces séries-là, les deux, c'est des séries où on a écrit ce concept avec Pablo et on s'est dit, une fois l'avoir fini, on s'est dit c'est quand même un chouette concept qui marche hyper bien, donc ce serait cool de faire d'autres saisons, tu vois. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais par exemple, ça, ce serait un projet qui pourrait être super. Et sinon, moi, j'ai aussi envie un jour de prendre le temps de raconter l'histoire de mes parents et de ma maman, mais dans un format plus long, tu vois. Parce que dans Plus 32, du coup, comme c'était sur Instagram, ça nous a imposé beaucoup de restrictions en termes du temps, de ce qu'on pouvait faire et tout. Donc, un jour, prendre le temps de faire vraiment un long format sur ce sujet-là. Ok, trop bien. Mais trop bien de comprendre et de voir tout ton parcours en faisant les choses comme tu les as faites et en te menant à la musique, la photo, la vidéo, de nouveau la musique et aujourd'hui le documentaire. Est-ce que tu as des conseils du coup pour une jeune génération qui te regarde et qui kiffe ce que tu fais pour qu'eux puissent se lancer à leur tour? Je pense que on en a beaucoup parlé déjà avant, mais c'est ça, c'est vraiment pas avoir peur de se lancer, arriver à se faire confiance et surtout expérimenter et comprendre qu'il n'y a pas un chemin, tu vois, c'est pas ah oui, je vais être réal, il faut que je fasse école de cinéma, tu vois, parce que souvent je me fais cette réflexion, je me dis ah mais moi j'ai fait école de com alors que j'aurais pu faire école de ciné, j'aurais peut-être eu plus de bagages, parce que par exemple maintenant je fais cette transition de passer de vidéaste, donc pour ceux qui ne voient pas exactement, vidéaste c'est plus un gars qui fait tout seul, donc il a sa caméra, il a son matos, il va filmer, il monte, mais il fait tout seul, donc ça apporte une forme de liberté qui est hyper cool, mais en même temps ça a ses limites. Et maintenant avec Pablo, ce qu'on essaye de faire à deux, c'est de devenir plus réalisateur, donc de s'écarter un peu de l'aspect plus technique et de plus se pencher sur la réflexion, sur la mise en scène, sur coordonner un peu du coup une équipe pour faire des projets à plus grande ampleur, quoi. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu cette réflexion souvent de me dire ah, mais ça aurait peut-être été plus facile si j'avais fait école de cinéma parce que j'aurais eu ce bagage-là. Et en même temps, après, je me dis tout de suite, mais en fait, je pense que si ça se trouve, en ayant fait école de cinéma, j'aurais eu des limites, tu vois, parce que j'aurais pas fait ces clips comme j'ai fait Bruxelles arrive, comme j'ai fait tous ces trucs-là. Je me serais jamais dit, j'avais ma caméra, j'allais filmer. Je me serais dit, ok, il me faut que je monte une équipe, il me faut au moins, 5 000 de budget. Donc là, pour l'instant, c'est pas le moment. Tu vois, je me serais peut-être restreint. Là où ne pas savoir la manière académique de le faire, je l'ai juste fait parce que j'avais envie de le faire. Et ça m'a amené là où je suis maintenant.
par peut-être un très grand détour, tu vois. Ouais. Mais sur ce détour, j'ai appris plein d'autres trucs, j'ai vécu plein d'autres choses. Donc au final, je regrette pas du tout ce parcours-là. Et après, je dis pas qu'il faut que tout le monde fasse ça. L'école de cinéma, c'est génial. Mais il n'y a pas qu'une voie, quoi. Chacun peut trouver son chemin. Il y a tellement de ressources maintenant disponibles sur Internet. Donc, ouais, c'est ça, s'intéresser, passer du temps sur Internet. Et puis, aussi, pas hésiter à aller à la rencontre de gens qui ont des passions similaires, tu vois. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Quand j'ai commencé à Bruxelles, j'ai vite rencontré d'autres gars qui étaient un peu le même profil que moi. On s'est beaucoup entraidés, tu vois. On s'est dit, ok, ça, comment on fait et tout. Ah oui, moi je sais, moi je vais te montrer ça. Je vais te prêter du matos parce que, tu sais, on n'avait pas beaucoup de matos à l'époque. Et on évolue ensemble, en fait. Et tu vois, ça crée une sorte de cercle vertueux où on a tous envie d'évoluer ensemble. Et ça apporte beaucoup aussi. Il n'y a pas cette notion de compétition que tu peux avoir avec les uns les autres, c'est plus une notion de... Ouais, je crois que ça... Je sais pas si c'est aussi peut-être plus propre, par exemple, à la Belgique ou à Bruxelles, parce que c'est clair qu'on est moins à le faire, c'est moins la guerre. J'imagine qu'ici à Paris, comme tout le monde vient à Paris pour travailler dans ces métiers-là, des fois ça doit être un peu plus compétitif. Et j'en parlais hier avec un réal que j'ai rencontré qui était ici et qui disait que lui, des fois, il ressentait plus cette compétition et que ça le faisait chier. Et c'est vrai qu'en Belgique, on a la chance d'être dans un milieu qui est assez bienveillant, où, comme je te dis, on se refile les plans, on partage beaucoup et ça apporte beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup moins de personnes en Belgique, enfin à Bruxelles et tout ça, et donc du coup, tu sens moins le côté compétitif que certaines personnes peuvent vivre à Paris, par exemple. Mais est-ce que la compétition, est-ce qu'on peut pas voir non plus la compétition comme une opportunité de pouvoir s'élever et pouvoir encore plus grandir? Je pense que c'est au-delà de la question de la ville et du milieu où tu évolues, il y a aussi une grosse question d'état d'esprit. Parce que ça peut être applicable partout. Je veux dire, la compétition, elle est d'office là, de toute façon. Tu vois, quand un artiste veut faire un clip, il va choisir tel ou tel réal parce qu'il aime son taf. Mais par contre, je crois qu'il y a une manière de se comparer qui peut être très constructive quand elle peut être destructrice, tu vois. Si tu te compares tout le temps enfin, c'est aussi une question de voir toujours le verre à moitié plein, à moitié vide, mais si tu te compares tout le temps en disant merde, lui, il est plus fort que moi, et lui, et j'y arriverai jamais, ben ça va te tirer vers le bas et ça va te bloquer dans d'autres projets parce que tu vas te dire ah ouais, je vais pas me lancer, je suis pas bon et tout. Alors que si, et c'est ce que j'essaie de faire au max, tu vois les autres avec admiration, mais que du coup, tu as envie de partager avec eux, ben, je crois que ça va te tirer vers le haut. Et moi, c'est toujours comme ça, en fait, quand je vois d'autres réals en Belgique ou même en France qui font des trucs de ouf. C'est vrai que des fois, il y a un peu ce réflexe de « Ah, je suis jaloux, tu vois. Je suis jaloux parce qu'ils ont fait un truc de ouf. » Mais après, je dis « En fait, ouais, je suis jaloux, mais je suis content pour eux et je suis content que ça évolue et parce que ça pousse tout le monde vers le haut. Et en fait, j'ai envie de rencontrer cette personne, tu vois. J'ai envie qu'on se voit à un event ou quoi et qu'on sympathise et qu'on partage. Et c'est plus dans cette optique-là que moi, j'ai envie d'évoluer et que je pense qu'on devrait tous évoluer dans le partage. Et on en parlait quand on s'est rencontrés. Toi, tu parlais de ça par rapport à ton podcast. Et c'est vrai que tu peux commencer directement à voir le truc en mode ouais, mais eux, c'est des rivaux et tout. Mais si tu rentres dans une autre optique et que les autres sont dans cette optique-là aussi, je pense qu'on a beaucoup à y gagner, quoi. Je pense qu'on a plus à gagner à créer des synergies et à s'élever ensemble. C'est clair. Et de se dire que c'est mieux de construire quelque chose comme ça et de continuer à partager et tout ça plutôt que de se mettre des obstacles et de devenir opaque alors que... Non, mais c'est clair. On a tout à gagner. Ouais. Trop bien. Donc, banh mi, c'est le nom du podcast. Est-ce que tu manges des banh mi, Benoît ? Bah écoute, j'en ai mangé un très bon hier grâce à ta recommandation. et sinon, ouais, j'en mange à Bruxelles. J'ai moins l'occasion parce qu'il y a pas autant d'adresses qu'ici. Il y a une très bonne adresse qui s'appelle Au Banh Mi, mais c'est loin de chez moi, donc j'ai pas souvent l'occasion d'y aller. Mais par contre, quand on rentre à Liège, souvent avec mon frère, il y a un magasin qui en vend et souvent on va en chercher pour les manger en famille. Ouais. Est-ce que tu as un plat typique que tu aimes bien manger dans ta famille ou quelque chose qui est un peu ton comfort food? Ouais, on rigole. Enfin, ma mère se moque beaucoup de moi souvent de moi parce que j'adore ce plat. C'est en vietnamien, tu connais, c'est comme cak ho. Ouais. Et elle dit toujours ouais, mais c'est un plat de pauvre et tout. Et je dis ouais, poisson caramel. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que c'est un plat qui coûte 3 fois rien à faire et qui est un peu un plat de pauvre, quoi. Ouais. Mais à chaque fois, souvent quand je rentre, ma maman elle m'en fait et je suis là, j'aime trop et tout. Et mon frère il aime plus parce qu'il y a du nuoc mam dedans. Ah oui. Et que lui, tu sais, on était rentré au Vietnam quand on était jeunes et apparemment nos parents nous ont emmenés dans une usine de nuoc mam.
Et je m'en souviens pas, moi. Et il a été Et lui, traumatisé. il est traumatisé. Il est là, ouais, je me souviens, j'étais dans les toilettes, c'était sale, ça puait le poisson et tout. Donc, mon frère, il sait quasi plus manger de Nurkmam. Et donc, mes parents, ils disaient toujours, t'es pas un vrai Viet, tu sais pas manger de Nurkmam. Ils disaient, si, mais vous vous souvenez, c'est à cause de vous et tout. Et moi, j'ai aucune image de cette usine, je m'en souviens pas, tu vois. Donc, moi, je kiffe toujours. Et donc, ma mère, elle sait que je kiffe ça, donc elle m'en fait tout le temps. Et dernièrement, là, c'est parti dans un stade plus loin, où depuis 1 ou 2 mois, chaque fois que je rentre, elle me donne une casserole de comme cacro. Oui, mais du coup, là, moi, je lui dis, maman, là, on va faire une petite pause. Parce que, en fait, quand tu me donnes une casserole, je mange toute la semaine. Et là, ça fait genre 1 mois que je mange du maquereau, tu vois. Donc, donc ouais, ça, c'est un peu mon comfort food. Et elle m'a appris à le faire d'ailleurs. Mais, et voilà, ouais. Et donc, du coup, toi, tu pourras lui donner des casseroles de ce que tu le fais. De moi, ce que je cuisine? Oui. Ouais, mais je cuisine pas bien. Okay. Enfin, déjà, je cuisine pas viette. J'essaye de cuisiner. Enfin, je cuisine un peu italien, mais je ramène pas encore. C'est vrai que ça pourrait être bien de ramener un truc et ouais, je vais lui en parler. Mais juste dans ce sens-là, ça me va aussi. Je lui ramène juste la casserole propre. C'est bien. Est-ce que tu as des découvertes qui sont liées à l'Asie? Quelles sont en termes de films, de musique, de séries, de cuisine Alors, je suis parti en décembre au Québec et dans l'avion, j'ai regardé le film Blue Bayou et je me demande si je l'avais pas découvert dans ton podcast. Ouais. C'est Frédéric qui en a parlé? Je sais plus, je crois. Frédéric qui en a parlé. Et j'ai adoré. Un film de Justin Chun. Ouais, tout à fait, un film de Justin Chun qui parle, donc, sans vouloir trop spoiler, d'un phénomène qu'il y a eu dernièrement, d'enfants qui ont été adoptés très tôt de Corée, donc qui ont la nationalité américaine puisqu'ils faisaient partie d'une famille américaine, sauf qu'à cause d'un détail, vraiment un détail administratif, il y en a plein qui, à la majorité ou plus tard, se sont retrouvés à peut-être devoir perdre leur identité. Et donc ça part de la vie d'un homme qui vit ça. J'ai trouvé ça hyper touchant. Et alors, bon, je crois que c'est l'effet de l'avion et de la fatigue, parce que je m'étais levé très tôt, j'ai pleuré, mais comme un ouf à la fin. J'étais en mode, heureusement, il n'y avait personne à côté de moi. J'étais en mode, ouais. Mais ça, super beau. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et sinon, j'ai lu, ça fait un petit moment maintenant, j'avais lu Éloge de l'ombre, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, qui est un essai japonais, mais qui date quand même, et qui parle de la culture, et l'importance qu'a l'ombre dans la culture japonaise. Donc, tu vois, donc dans la culture japonaise, dans l'architecture et tout ça, l'ombre a toujours une part très importante parce qu'il y a plein de choses qui sont pensées pour être dans l'ombre. Notamment, ils ont des objets décoratifs qui sont faits dans un lac. C'est LAQE. C'est une sorte de matière comme ça, très brillante. Ouais. Et en gros, ils expliquaient que ces choses-là ont été toujours pensées pour être placées dans l'ombre des maisons et qu'au détour d'une porte ouverte ou quoi, il y a la lumière qui va arroser ces objets-là. Okay. Et là, ça va briller et ça va prendre de la splendeur, tu vois. Sauf qu'ils expliquaient qu'avec la modernisation de la société et l'occidentalisation, on a eu les moyens techniques de tout éclairer tout le temps et on l'a fait. Et en fait, du coup, il y a plein de choses qui ont perdu de leur essence parce que ces objets-là, s'ils sont placés sous de la lumière constante, ils deviennent en fait kitsch presque, tu vois. Et je trouve que c'était une métaphore qui était hyper intéressante à appliquer à plein de trucs au-delà de l'art, tu vois. Donc ça, je conseille. C'est très poétique. Ouais. Merci Benoît. Est-ce que tu as une musique avec laquelle tu voudrais finir cet épisode ? Oui, alors ça tombe bien parce que justement, mon meilleur ami Julien, avec qui j'avais fait le groupe, il a un projet solo maintenant qui est un peu plus électronique, mais donc Julien, lui, il est né à Hong Kong. Et donc on a grandi ensemble et lui du coup il a aussi un gros son père vit toujours là-bas et donc il a un gros bagage asiatique et il a une grosse passion pour l'Asie, longtemps plus que moi, tu vois, il était vraiment obsédé de l'Asie et donc dans sa musique ça se ressent aussi des fois. Et donc là il a sorti un tout nouveau morceau qui s'appelle Fantasies, son projet s'appelle Umbra. Okay. Et voilà, c'est une personne dont je suis très admiratif et que je suis très content de compter parmi mes amis. Et l'artwork a été fait par sa copine Juliette, qui est aussi une amie très proche de moi. Et c'est donc très beau. Et donc voilà, je vous conseille ça. Ok, super Benoît, merci beaucoup pour ce partage. C'était très riche, merci à toi, je suis très content. Inspirant. Ouais. Et on avait déjà échangé sur Instagram par rapport à Banine Podcast et je suis trop contente de te recevoir du coup pareil. Dans un épisode. Et je te souhaite bon retour à Bruxelles. Ouais, merci beaucoup. Ok. Salut. J'espère que vous avez aimé cet épisode avec Benoît, aka
Asian Rocky. Il me tient vraiment à cœur et je suis vraiment contente de terminer la saison avec lui parce qu'on évoque en fait tout ce qui me traverse depuis que j'ai commencé Banni Podcast, c'est-à-dire le fait d'être autodidacte, le fait d'avoir le syndrome de l'imposteur et aussi ces notions de se nourrir collectivement, de se nourrir les uns les autres pour avancer ensemble, pour se challenger d'autant plus. Et c'est vraiment des valeurs qui me portent et qui me parlent. Et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien avec la team Banmi, de pouvoir s'entraider, de pouvoir se soutenir et aussi avec vous qui écoutez Banmi, parce que vos messages sont aussi des ressources en fait pour d'autant plus se motiver et essayer d'effacer ce syndrome de l'imposteur parfois, même s'il est toujours là. Et voilà, et de continuer à se dépasser. Donc c'est vraiment un épisode très inspirant pour moi et qui va continuer à me suivre, je pense. Le projet Banni Podcast, c'est parler d'Asie, de nos liens à l'Asie, que l'on soit asiatique ou non. Et l'essence du projet, comme je le rappelle souvent, c'est de mieux se comprendre les uns les autres, d'ouvrir nos regards et de déconstruire nos croyances pour s'offrir de nouvelles possibilités d'aborder les choses. Et c'est ce qu'on fait avec Benoît dans cet épisode, c'est d'aborder les choses autrement, avec une nouvelle manière de faire aussi, pourquoi pas. Et s'y intéresser, rester curieux. Banni Podcast, c'est le mélange des cultures et c'est avant tout faire face à une universalité dans nos singularités. Donc merci à Benoît pour ce moment. Merci à tous mes invités de la saison 2 d'être venus sur le podcast et d'avoir accepté mon invitation à chaque fois. Merci surtout à vous d'écouter et de regarder Banni Podcast et de continuer à partager les épisodes à ceux que vous aimez. Donc pour soutenir le média, pour continuer à le faire vivre et pourquoi pas voir se développer la saison 3, partagez, commentez sur YouTube, mettez des étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou sur vos plateformes de podcast préférées. Et si vous pouvez aussi nous soutenir sur Hello Asso, ce serait trop cool. On a ouvert une boutique en ligne avec les créations des illustratrices Banmi et vous pourrez découvrir des créations de t-shirts illustrés par la team, des cartes postales sur la cuisine asiatique et le poster du signe astrologique de l'année 2022, le tigre. Et toutes ces contributions nous permettront de faire vivre l'association, de continuer à créer, réaliser et produire des contenus audio et vidéo. Donc je vous dis peut-être à bientôt, peut-être à la rentrée pour les prochains épisodes de la saison 3 de Banni Podcast. Bon été à tous.